Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce nouveau numéro de Cap sur l'Afrique, votre rendez-vous hebdomadaire consacré aux grandes questions du continent africain. Et comme chaque mercredi, c'est avec un réel plaisir que je vous reçois. Installez-vous confortablement, on démarre dans un tout petit instant. Ce soir, c'est un cap sur le cœur blessé du continent africain que je vous propose. Cap sur la République démocratique du Congo. Un pays riche comme un empire, pillé comme une colonie. Depuis le roi belge Léopold II, en passant par l'assassinat de Patrice Lumumba, et puis sans oublier, dans les temps présents, les multinationales et les puissances globalisées. La République démocratique du Congo vit depuis plusieurs décennies tiraillée. C'est presque une guerre silencieuse et brutale. Et qu'elle est économique, politique, géopolitique et parfois trop souvent même les trois à la fois. Elle s'opère, consume et use le peuple congolais sous des regards parfois complices, souvent indifférents. La région des Grands Lacs est devenue une poudrière stratégique pour les puissances globalisées, les multinationales. Mais dans ce tumulte d'intérêts croisés entre grandes puissances, entre entreprises minières, groupes armés et puissances régionales, une question fondamentale demeure. La République démocratique du Congo est-elle l'ombre sur les Grands Lacs? Et qui se soucie réellement du peuple congolais? Le berceau de la rumba peut-il encore espérer des lendemains meilleurs comme ce fameux juin 1960 où le pays tout entier résonne et rêve au rythme des mots et des notes du Grand Calais, indépendance tcha-tcha? Et pour revenir sur la question de la République démocratique du Congo, son abcès sécuritaire, les enjeux qui l'entourent, mais surtout les minerais, ainsi que les enjeux qui entourent la région des Grands Lacs, j'ai le plaisir d'être accompagné ce soir de Carlos Bilengo, député français qui me rejoint depuis Paris. Bonsoir. Bonsoir. D'avoir accepté notre invitation. Merci à vous pour l'invitation. C'est également le plaisir d'être accompagné ce soir de Patrick Mbeko, spécialiste des Grands Lacs, qui me rejoindra depuis Montréal au Canada. Très chers invités, sans plus attendre, et il me semble qu'on doit entamer cette émission en mettant en point ou en faisant un point pédagogique, un point historique. Je fais le point avec vous, monsieur Carlos. On va revenir sur cet abcès sécuritaire que traverse la République démocratique du Congo depuis plusieurs décennies, sur les dessous de cet abcès sécuritaire, si on peut dire ça comme ça. Est-ce qu'on peut revenir avec vous? Je rappelle, je note au public que vous êtes d'origine congolaise. Est-ce qu'on peut revenir sur la genèse de cet abcès en quelques mots et sur l'impact qu'il a sur l'ensemble de la région? Déjà, merci encore une fois pour l'invitation. Je pense que c'est 3 décennies, du coup, depuis 30 ans que ce conflit perdure, mais il est aussi lié à l'indépendance. 1960, juste après l'indépendance et la mort de Lumumba, on est suivi en fait une mainmise de l'Occident sur les richesses minières de la RDC. Donc il y a eu la séquence avec l'or, le coltan, le lithium, qui sont nécessaires ensuite maintenant pour la transition écologique. Le conflit est parti de plus belle à l'est du Congo, centralisé, après le génocide rwandais en 1994. Après le génocide rwandais, il a été demandé aux pays frontaliers, la RDC, avec la zone du Nord Kivu, qui a une frontière avec le Rwanda, le Sud Kivu également, de laisser passer les réfugiés et les déplacés du génocide. Au départ, il y a eu un refus du président en place, qui a subi une pression de la communauté internationale pour accepter l'afflux de réfugiés. À ce moment-là, il y a eu des réfugiés rwandais qui se sont déplacés au Congo, dans le Nord Kivu, mais également des personnes qui ont participé au génocide rwandais. Ils sont rentrés en RDC. Et les conflits armés ont continué. Le cycle de violence qui existait au Rwanda entre Hutus et Tutsis ont continué sur le sol congolais. Et en même temps, quand ils sont arrivés dans cette région du Nord Kivu et du Sud Kivu, ils ont découvert le parc du Virunga
avec une richesse, avec une biodiversité énorme, avec des animaux qui sont des dos argentés, mais également avec une richesse dans ce sous-sol. À la suite de ça, il y a eu tout un mécanisme d'exploitation des enfants pour entrer dans les carrières minières. Il faut savoir que pour accéder aux mines, souvent, c'est des enfants qui font moins d'1,20 m, moins d'1,10 m, qui sont envoyés pour récupérer des minerais stratégiques qui vont être utilisés ensuite pour confectionner des batteries qui sont dans les téléphones, dans les véhicules électriques et également dans les trottinettes. Et selon différents rapports des Nations Unies, l'ensemble des minerais stratégiques du sol congolais sont entourés de groupes armés, mais sont acheminés par Kigali. On sait que le régime de Kigali, depuis, encore une fois, 30 ans, a déstabilisé la RDC à différents moments. Lors de l'arrivée au pouvoir de Laurent Désiré Kabila, il arrive au pouvoir dans l'est de la RDC avec des groupes rebelles qui rentrent dans son armée pour aller renverser le pouvoir de Mobutu. Une fois le pouvoir de Mobutu renversé, ces militaires rwandais qui ont aidé Laurent Désiré Kabila à arriver au pouvoir veulent rester à Kinshasa sous différents statuts, dans différentes institutions, mais aussi et surtout dans l'armée. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on se rend compte que l'armée de la RDC est défaillante. Il en découle d'une ingérence et des personnes qui ont infiltré l'armée congolaise depuis de nombreuses années, et ça a créé une instabilité qui a duré, encore une fois, comme je l'ai dit, pendant plus de 30 ans. À ce moment-là, à des moments donnés, il y a eu des vagues où le Rwanda a arrêté de soutenir ces groupes armés, où ces groupes armés ont arrêté d'avancer, c'est lorsque les sanctions ont été établies directement aux commanditaires. Et aujourd'hui, il y a un silence complice de la communauté internationale. On va revenir sur ce point du silence de la communauté internationale et du silence qui entoure l'ensemble de cet abcès sécuritaire que subit la République démocratique du Congo, mais surtout la crise humanitaire et le silence qui entoure cette question-là. Je viens vers vous, Monsieur Patrick. Monsieur Patrick, il y a quelques jours, ou il y a quelques semaines presque, Faure Gnassingbé, président togolais, a été nommé par l'Union africaine en qualité de médiateur, succédant ainsi à Joao Lourenço, président de l'Angola, qui depuis 2020 avait entamé le processus de Luanda. On arrive ainsi à un troisième processus de médiation africaine dans le cadre de ce dossier, faisant suite à la médiation de Nairobi, je le disais à l'instant, à la médiation dans le cadre du processus de Luanda. Est-ce qu'on peut voir dans la nomination de la personne de Faure Gnassingbé un tournant pour l'Union africaine ou un tournant pour le dossier de la République démocratique du Congo, sachant que le président togolais jouit d'une certaine aura en Afrique de l'Est et en Afrique centrale. Il a été un acteur clé dans plusieurs médiations, que ce soit lui, que ce soit son prédécesseur, à savoir son père. On ne peut que l'espérer, et je crois que peut-être avec le président Faure, il y aura peut-être les lignes vont bouger, parce que on a pu quand même constater ces derniers mois qu'il y avait une certaine défiance entre la partie congolaise et un certain nombre et certains chefs d'État qui étaient impliqués dans les discussions de paix qui concernent la situation en l'est de la RDC. Maintenant, tout va aussi dépendre de la bonne foi des partis, des belligérants, parce qu'on voit bien que parallèlement à l'implication de l'Union africaine, il y a d'autres discussions, et des discussions qui se tiennent présentement ou qui sont censées se tenir à Doha, au Qatar, qui jouent aussi les entremetteurs entre la RDC et le Rwanda. Donc, on espère que les belligérants, en tout cas les parties prenantes dans ce conflit, feront preuve de bonne foi pour au moins ramener la paix à l'est de la RDC. Très bien. À votre avis, quelle portée finalement aura cette nomination de Faure Gnassingbé? Vous l'avez dit, surtout qu'il y a d'autres médiations. On parle notamment de la médiation à Doha et des acteurs autour de ce dossier. Finalement, quel plus peut apporter cette médiation? Est-ce qu'il est important que la médiation dans le cadre du conflit à l'est de la République démocratique du Congo reste entre les mains de l'Union africaine et reste à l'intérieur de l'Afrique? C'est ce que disent toutes les résolutions, que ce soit les résolutions du sommet, le dernier sommet qui a eu lieu
entre la SADC et les États de l'EAC, mais aussi la dernière résolution des Nations Unies qui demande en fait aux parties de s'en remettre au processus de Luanda et de Nairobi. Bon, maintenant, on ne peut plus parler de processus de Luanda parce que on pourra parler d'un processus dirigé par le Togo. Mais une chose est certaine, c'est que c'est le vœu de la communauté internationale pour ramener la paix dans le nord et le sud Kivu. Donc, les parties prenantes n'ont pas le choix que de souscrire à cette proposition. L'autre chose qu'il faut rappeler aussi, c'est que quand les présidents Tshisekedi et Paul Kagame se sont rencontrés à Doha, dans le communiqué final, il a été clairement dit que Doha venait en soutien au processus initié par l'Union africaine et donc à travers Luanda et le processus de Nairobi. Donc tout le monde va devoir se conformer en fait aux prescrits de ce processus africain. Très bien. Carlos Bilingo, à la lumière de ce que vient de nous dire Patrick, est-ce qu'on peut estimer aujourd'hui que l'ensemble de ces processus de médiation peuvent être considérés comme des pistes de réflexion sérieuses, ou est-ce que le fait qu'il y ait justement la mainmise d'autres puissances et d'autres négociations en dehors de celles menées par l'Union africaine, on peut voir ici la mainmise de certaines puissances occidentales ou un manque d'objectivité dans ces médiations qui entourent ce dossier? Finalement, clairement, elles répondent à d'autres agendas. Exactement. Moi, j'aurais bien voulu que ces processus régionaux puissent fonctionner, mais malheureusement, on voit souvent qu'ils sont voués à l'échec. Les dernières négociations qui ont été faites à Doha le prouvent encore une fois. Au Congo, il y a du coup des richesses dans le sous-sol qui sont ensuite nécessaires pour la transition écologique, et du coup, ça a un besoin qui va vers tout l'Occident. Et les seules fois où pendant ces 30 ans, il y a eu des accalmies, c'est quand il y a eu des sanctions et une implication, et ce qui est malheureux, hein, des États-Unis ou éventuellement de l'Union européenne. Aujourd'hui, avoir un processus avec Fanda Simbe, il faut le faire, c'est important, que les pays aussi de la région des Grands Lacs s'impliquent, parce que quand une guerre se fait à l'est de la RDC, c'est toute l'Afrique qui est touchée. Et il ne faut pas se sentir pas concerné quand on est en Afrique du Nord, en Afrique de l'Ouest ou en Afrique du Sud. On l'a vu avec la SADC. Mais il faut aller encore plus loin dans ce processus-là. Et quand un pays, un régime de Kagame est prouvé par des rapports des Nations Unies, par des violations du droit international qui sont établies, il faut que ce pays soit mis déjà au bord des nations au niveau de l'Afrique, même des pays africains, et ensuite au niveau international. Mais dès lors où un dirigeant d'un pays peut jouir d'un quitus de violer l'intégrité territoriale d'un pays voisin, aujourd'hui il le fait avec la RDC, demain il le fera avec l'Ouganda, ensuite il le fera avec d'autres pays qui sont frontaliers, et ce n'est pas la loi du plus fort qui permet de s'imposer, ou la loi du pays qui aura les meilleurs pays partenaires qui sont ensuite alignés sur des intérêts stratégiques non liés à l'Afrique, mais sinon uniquement capitalistes. Très bien, Patrick Mbeko. Depuis quelque temps, on observe que Doha devient la capitale de la négociation, de la médiation dans le cadre de conflits africains. Quel commentaire faites-vous de cette réalité presque diplomatique aujourd'hui pour le continent africain? Est-ce qu'il s'agirait, par exemple, est-ce qu'on peut estimer qu'il s'agit là de la continuité presque naturelle entre le monde arabe et l'Afrique, ou d'un repositionnement du monde arabe concernant l'Afrique? Mais il faut déjà dire que Doha est quand même un allié important des deux pays, du Rwanda, mais aussi de la RDC dans une certaine mesure. Donc cette implication s'inscrit dans la droite ligne aussi de ce déploiement africain du Qatar, qui, faut-il le rappeler, depuis quelques années est devenu quand même un élément important des relations internationales, notamment en matière diplomatique. Donc si le Qatar s'invite, c'est parce qu'il a d'abord et avant tout des intérêts au Rwanda, il compte avoir aussi investir massivement en RDC, et au regard des sanctions qui ont été imposées au Rwanda et aussi des difficultés que connaissent aujourd'hui l'armée congolaise et ses alliés sur le front militaire, le Qatar, de part et d'autre, a été appelé en renfort par les deux pays impliqués dans la guerre.
Une dernière question concernant ce point. Justement, vous avez parlé du fait que l'armée congolaise ne puisse pas faire face aujourd'hui. Est-ce que finalement, la solution pourrait être militaire avec une armée congolaise plus performante, ou est-ce qu'on peut compter que sur la médiation aujourd'hui ou que sur le volet politique? En fait, les deux volets se rejoignent parce qu'il faut quand même rappeler, comme l'a dit Clausewitz, que la guerre est la continuation, la guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens. Donc aujourd'hui, il faut comprendre les velléités des belligérants, et plus particulièrement du Rwanda qui utilise le 1-23, pour comprendre sa stratégie politico-militaire. Donc aujourd'hui, il est certain qu'il faut au moins que la partie congolaise puisse rééquilibrer le rapport de force sur le terrain militaire pour pouvoir s'imposer au plan diplomatique. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on voit le Congo exiger avec l'énergie du désespoir qu'il y ait un cessez-le-feu durable, que la guerre prenne fin et qu'on exerce davantage de pression sur le Rwanda, tout simplement parce que sur le plan militaire et même diplomatique, le Congo peine à faire entendre sa voix. Et donc, je crois aujourd'hui qu'il faut aussi bien travailler sur le plan, au plan diplomatique, aussi se renforcer sur le plan militaire. On le voit d'ailleurs sur la question ukrainienne. Donc, si vous n'arrivez pas, si vous arrivez à la table des discussions, des négociations en position de faiblesse, vous allez vous faire imposer les desiderata de celui qui est plus fort sur le terrain militaire, étant donné que la guerre et la politique sont en fait les deux faces d'une même pièce. Très bien, on va passer à un autre volet qui est le volet humanitaire avant de revenir sur ces points qu'a traités Patrick Mbeko qui sont très importants. Je viens vers vous, Carlos Blengo. S'il vous plaît, autant que député français et engagé, quel regard portez-vous aujourd'hui? Et vous l'avez dit vous-même, le silence des puissances occidentales aujourd'hui, le silence des médias occidentaux, le silence qui entoure l'abcès sécuritaire dans la République démocratique du Congo, en particulier cette crise humanitaire, alors que l'Occident se targue souvent d'être le maître de l'aide au développement, le maître ou bien le porte-voix des peuples opprimés. Bon, déjà, sur l'aide au développement ou autre, c'est faux. Hein. Quand vous avez l'aide au développement, c'est un prêt et les pays sont amenés à rembourser. Et l'Occident, avec toutes les crises du monde actuel, trouve que ce n'est pas l'Occident qui peut donner l'exemple sur ce qui se passe actuellement dans les différents conflits, que ce soit le conflit en Ukraine, le conflit également à Gaza et le conflit en RDC ou au Sud-Soudan. Une chose est sûre, c'est quand on est atlantiste, ça veut dire qu'on est aligné ensuite aux Américains, aligné parfois aussi à Israël. Et ça crée une clé de lecture internationale qui est biaisée uniquement par les intérêts économiques. Et aujourd'hui, c'est l'impasse dans laquelle l'Occident s'est placé. La France a été pendant de longues années un pays non aligné, aligné uniquement sur le droit international. Et c'est la recherche, et ce que nous, dans mon groupe politique La France Insoumise, nous implorons de nos voix, c'est l'objet aussi de la résolution que nous déposons au Parlement. Il faut savoir que le pouvoir régalien et avec les affaires étrangères et la défense sont dans les mains du président, mais le Parlement peut s'exprimer sur la politique étrangère en émettant des avis. Et nous débattrons le 21 mai prochain d'une résolution qui vise à condamner le soutien du Rwanda au M23. C'est dans la lignée des sanctions qui ont été émises par le Parlement européen, par la Commission de l'Union européenne et également aussi le Conseil national de sécurité des Nations unies, et aussi les États-Unis ont pris des sanctions contre les dirigeants du M23 et contre des ministres rwandais. À votre avis, quel rôle pourraient jouer aujourd'hui les diasporas africaines ou la diaspora congolaise pour être le porte-voix du peuple congolais qui fait face à cet abcès sécuritaire et à cette crise humanitaire dont on parle encore trop peu? Et je pense qu'il faut multiplier les mobilisations. Il y a beaucoup de manifestations qui sont faites en Europe, surtout à Paris et en Belgique. La diaspora doit continuer ainsi. Il faut que dans différents parlements, il puisse y avoir des résolutions qui donnent la position des parlementaires, parce que dans les démocraties, le Parlement a une voix différente de l'exécutif. Et il faut également que les dirigeants congolais, la société civile puissent avoir des appuis en Afrique
par exemple en Algérie, d'avoir une relation et un partenariat dans la région africaine qui permettent aussi de pouvoir chercher des alliés, des appuis au-delà au-delà de l'Occident, au-delà même des Émirats, du Qatar ou de Doha. Il faut absolument avoir des alliés en Afrique. Et moi, c'est ce que j'implore de toute ma force, de toutes mes voix. Vous connaissez l'histoire que nous avons en lien avec Patrice Lumumba et l'Algérie. Et je pense que c'est ces éléments-là qu'il faut faire revivre. Quand l'Algérie a été la Mecque des révolutionnaires, c'est quelque chose qui reste un fait date établi et historique. Et il faut continuer d'avoir ces pays-là qui sont boussoles et ces pays-là qui peuvent s'entraider aussi quand un pays est en difficulté, avoir un autre qui vienne l'épauler. Et vous avez bien fait de parler de l'Algérie. Je rappelle que l'Algérie fait partie de ces rares pays africains qui aujourd'hui envoient des aides à l'est de la République démocratique du Congo. Je viens vers vous, Patrick Mbeko. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, quand il est question de l'Afrique, quand il est question du tiers-monde, quand il est question des peuples opprimés, comme on le voit en Palestine, au Sahara occidental, et les exemples sont nombreux à Mayotte, en Kanaki, il est primordial pour les puissances ou les multinationales et les médias mainstream de faire étouffer la voix de ces peuples-là. Est-ce que le récit historique est une clé de cet abcès au Congo? Je crois que le récit ou l'histoire, comme science est aussi un terrain de confrontation idéologique. Et ça, il ne faut pas perdre cela de vue. Maintenant, quand on regarde la plupart des crises, on s'aperçoit que l'Occident aujourd'hui est très mal placé pour faire des leçons de démocratie ou de droits de l'homme aux gens quand il se retrouve à soutenir justement des violations des droits de l'homme ailleurs, notamment à Gaza où on voit l'armée israélienne tuer des pauvres Palestiniens. On voit la même chose en ce qui concerne la République démocratique du Congo. Mais nous sommes dans une forme de continuité. Ça a toujours été comme ça depuis la nuit des temps. Quand vous analysez l'histoire de la Première ou même de la Seconde Guerre mondiale, vous apercevez bien que ça a toujours été comme ça. Et quand vous regardez l'histoire des indépendances, l'Occident a tout fait pour les stopper, à défaut tout justement de chercher à anéantir certains peuples. Vous voyez les massacres qui ont été perpétrés au Biafra, la déstabilisation du Congo dont le député a parlé dans les années 60, tout ça pour faire main basse sur les ressources africaines. Et donc, pour moi, ça participe d'une politique de prédation, une politique impérialiste qui ne dit pas son nom et qui fait partie de l'ADN de l'Occident d'une certaine manière. Et donc, il n'y a rien de surprenant là-dedans. Je crois que le plus important aujourd'hui, pour les peuples opprimés ou même pour les peuples en position, dans une position assez calamiteuse comme en RDC, c'est de s'organiser pour se sortir de cette situation. Très bien. Une autre question. Est-ce qu'aujourd'hui, vous parlez de minerais, vous parlez de richesse du Congo, le Congo est un scandale géologique, il faut le rappeler. Est-ce que cette richesse-là justifie le fait de vouloir à tout prix étouffer le peuple? Et je rappelle que souvent, dans l'imaginaire collectif ou dans l'imaginaire construit par les médias occidentaux, par les médias mainstream et par des bandes dessinées telles que Tintin au Congo, on présente souvent le peuple du Congo comme étant un peuple qui se soucie très peu de son avenir, qui se soucie très peu des questions existentielles, des questions de souveraineté, alors que on le sait, toute l'histoire culturelle du Congo est une histoire de résistance, est une histoire de résilience. Est-ce que les minerais et la richesse justifient cette déshumanisation particulière qu'a subi le peuple congolais? Aux yeux de ceux qui estiment que les richesses du Congo sont essentielles pour leur progrès, pour leur développement, oui, dans une certaine mesure. On a vu quand même lors de la première guerre du Congo, je rappelle en octobre 1996, lorsque le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi, parrainés par les États-Unis, la Grande-Bretagne, ont envahi l'est du Zaïre, à l'époque ça s'appelait le Zaïre, donc l'actuel RDC. Il y a eu des massacres de masse de population, des femmes, des hommes, des femmes et des enfants ont été massacrés. Au même moment où les compagnies minières étrangères signaient des contrats avec un groupe rebelle à la tête duquel les Rwandais avaient placé un certain Laurent Désiré Kabila. Il y a eu quand même eu près de 400 000 morts selon les ONG et les gens s'en foutaient d'une certaine manière. Donc pour certains, les ressources naturelles, pour avoir accès à ces ressources stratégiques, il faut peut-être marcher sur des montagnes de cadavres d'Africains, certains le pensent, mais dans d'autres circonstances, il faut aussi quand même le rappeler, c'est qu'aujourd'hui, au regard de la crise que traverse la RDC, on ne peut pas fermer les yeux sur la responsabilité aussi des Congolais dans ce qui se passe. Parce que quand vous lisez tous les rapports des Nations Unies depuis 2001, vous vous apercevez qu'il y a certes le Rwanda et l'Ouganda
qui participent au pillage ou à la contrebande des ressources naturelles congolaises, mais il y a aussi des autorités congolaises, une certaine élite congolaise qui participe à cette même politique de prédation. Et donc aujourd'hui, nous avons en RDC une population qui est clochardisée justement parce que l'élite de ce pays a fait le choix de s'enrichir au détriment du peuple. Donc d'une certaine manière, les responsabilités sont partagées, mais il faut le dire par honnêteté intellectuelle. Les problèmes auxquels le Congo est confronté aujourd'hui ne peuvent être compris dans leur complexité si on n'intègre pas la responsabilité de l'élite et des dirigeants congolais dans la descente aux enfers du pays. Le Rwanda en profite depuis près de 30 ans. Le Rwanda n'agit pas seul. Regardez le rapport des Nations Unies. On parle souvent de réseaux d'élites. Donc, ces réseaux mis en place par des entités nationales et étrangères pour piller les ressources du Congo. Dans ces réseaux d'élite, on retrouve des acteurs congolais. Certains d'entre eux sont aujourd'hui aux affaires. Et je rappelle aussi que si aujourd'hui la guerre du Rwanda, via le 1-23, est revenue en force, c'est en partie parce que le président de la RDC, Félix Tshisekedi, a joué avec le feu en entretenant des rapports pour le moins problématiques avec le même Rwanda. Donc, une analyse objective nous oblige à reconnaître les responsabilités des uns et des autres, à commencer bien entendu par celle de l'Occident, de ces sous-traitants africains qui sont le Rwandais, dans une certaine mesure l'Ouganda, mais aussi de la RDC dont les dirigeants ont fait le choix de s'enrichir au détriment du peuple. Et si cela peut passer par l'exploitation des ressources naturelles, ces dirigeants le font. Très bien, merci Patrick, très chers téléspectateurs. On se retrouve tout de suite après cette courte page publicitaire. Très chers téléspectateurs, bienvenue dans ce plateau de Cap sur l'Afrique, votre rendez-vous hebdomadaire avec les questions africaines. Et c'est Cap sur la République démocratique du Congo et l'abcès qui traverse à l'Est qu'on se penche ce soir. J'ai l'honneur d'être accompagné ce soir de Patrick Mbeko, spécialiste des Grands Lacs qui me rejoint depuis Montréal, et de Carlos Bilingo, député français qui me rejoint depuis Paris. Lors de cette première partie, nous avons pu nous pencher sur la genèse de cet abcès sécuritaire, mais aussi les enjeux globaux qui l'entourent concernant les minerais, que ce soit de la part des multinationales ou encore des puissances régionales. Lors de cette deuxième partie, très chers téléspectateurs, on va essayer de comprendre les enjeux qui entourent l'ensemble de la région des Grands Lacs. Je continue avec vous, Patrick. Vous avez commencé à parler justement de cette complicité des élites africaines concernant la République démocratique du Congo. Est-ce qu'aujourd'hui la complicité des élites africaines concerne l'ensemble des abcès africains, et finalement est-ce que l'abcès sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo n'est pas le meilleur exemple de ce que subit l'Afrique? Exactement. Quand vous regardez les responsabilités, et ça c'est depuis 1996, l'année du début de la première guerre du Congo, après l'invasion du Rwanda, vous avez des Africains qui ont été impliqués. Dans la première guerre du Congo, vous avez le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi, l'Angola dans une certaine mesure. Il y a même eu certains pays de l'Afrique de l'Est comme l'Érythrée. Puis il y a eu la deuxième guerre du Congo que la secrétaire d'État américaine de l'époque va qualifier de la première guerre mondiale africaine. Vous avez plusieurs pays africains qui vont se positionner soit du côté congolais ou du côté de la coalition rwando-ougandaise soutenue par les États-Unis. Par la suite, le Rwanda a réussi ces dernières années à renforcer ses relations avec plusieurs États africains, réussissant d'une certaine manière à coopter ces Africains, en tout cas en faire des alliés importants lors des discussions sur la guerre au Congo depuis la résurgence du 1-23. Donc, d'une certaine manière, on peut dire que les États africains, et surtout l'Union africaine, jouent aussi le jeu de cet impérialisme occidental que nous fustigons aujourd'hui, parce qu'au final, le pillage des ressources naturelles du Congo ne profite pas qu'aux Occidentaux ou aux Asiatiques. Il profite aussi à des acteurs africains. Et entre autres, vous avez le Rwanda, qui est devenu l'exportateur de plusieurs minerais qui sortent du Congo, mais aussi de l'Ouganda, qui, faut-il le rappeler, est allié au gouvernement congolais, qui combat un M23, qui est soutenu par le même Ouganda, selon un des rapports des Nations Unies. Donc on est dans une situation
assez complexe dans laquelle chacun se positionne en fonction de ses intérêts et au Justement, détriment des populations locales congolaises. Justement, Patrick, vous parlez de situations complexes et de chacun qui se constitue d'un camp ou dans un autre. Comment est-ce qu'il est possible aujourd'hui d'être anti-impérialiste, panafricain et d'avoir un regard objectif sur cette question et sur bon nombre d'accès sécuritaires en République démocratique du Congo ou ailleurs en Afrique? Oui, mais si on est panafricain, on doit être objectif et être capable de faire une introspection personnelle en tant qu'Africain. C'est de cette manière qu'on peut faire avancer la cause ou les causes du continent. Mais si on se voile la face, si on n'est pas capable de se regarder en face et de regarder nos propres responsabilités dans les situations désastreuses qui nous arrivent, nous n'allons pas avancer. Un vrai panafricain est celui qui se positionne en fonction, en fait, de ce que je pourrais appeler les valeurs du panafricanisme. Et les valeurs du panafricanisme, ce n'est pas la déstabilisation ou le pillage du voisin. Or, beaucoup de pays africains dans la région des Grands Lacs en profitent et le font sans vergogne. Très bien, on va passer à un autre volet qui est très important aujourd'hui. Quand on parle de force en présence en République démocratique du Congo, on parle de quelle force en présence militaire? Vous avez commencé à parler justement tout à l'heure de ces forces en présence. On parle de la force de l'Union africaine, on parle de la force de l'Amérique de l'Est, de l'Amérique australe. Qui sont les acteurs actifs aujourd'hui à l'est de la République démocratique du Congo, sachant que depuis janvier, le M23 fait une offensive sans précédent ayant atteint la ville de Goma et plusieurs axes stratégiques de l'est de la République démocratique du Congo. Ben, vous avez d'abord le gouvernement congolais d'un côté et le gouvernement rwandais de l'autre, donc le Rwandais la RDC. Et puis autour de ces acteurs étatiques, vous avez les milices Wazalendo qui soutiennent l'armée congolaise. Est-ce que vous parlez de la République démocratique du Congo et des forces en présence rwandaises? Est-ce que les deux s'affrontent directement sur le terrain? Oui, en fait, les deux s'affrontent directement par procuration. Ça veut dire, et c'est ce que j'essaie d'expliquer, parce que les deux États sont soutenus par des groupes. D'un côté, vous avez les milices Wazalendo qui soutiennent l'armée congolaise, qui est défaillante, il faut le reconnaître. Et de l'autre, vous avez le Rwanda qui utilise le M23 comme paravent pour déstabiliser le Congo. Donc c'est une stratégie de guerre par procuration dans laquelle quand même l'armée rwandaise est amplement impliquée, comme l'ont montré les rapports des Nations Unies, surtout celui de juin 2023, dans lequel on explique très clairement que les membres des forces spéciales et de plusieurs unités de l'armée rwandaise sont impliqués. Et puis vous avez aussi des forces régionales qui avaient été déployées à un moment, la force de l'AEC des pays de l'EAC qui s'est retirée, vous avez la force de la SADC qui est en train de se retirer, et vous avez un pays aussi qui quand même a beaucoup fait parler de lui, le Burundi, qui soutient l'État congolais et qui craint aujourd'hui d'être déstabilisé par le Rwanda après que celui-ci finira de déstabiliser la RDC. Donc vous avez quand même plusieurs armées étrangères qui opèrent en RDC et autour desquelles se sont greffés des groupes et des milices armées. Ces dernières semaines ou ces derniers mois, ou même depuis presque une année, une rumeur devient presque un secret de polichinelle. On parle d'un contrat sécuritaire et même de négociations concernant les minerais par l'administration Trump, avec la République démocratique du Congo, en contrepartie d'une présence sécuritaire, celle de Blackwater. Qu'est-ce qu'on sait de cette information? Est-ce qu'on peut la confirmer? Est-ce qu'il s'agirait juste de certaines rumeurs persistantes? Est-ce qu'on peut dire finalement que concernant l'Afrique, les États-Unis vont renouer avec une de leurs stratégies les plus anciennes, richesse contre minerais ou richesse contre sécurité? Bon, nous savons déjà qu'aujourd'hui, au regard le contexte géopolitique international fait que les grandes puissances aujourd'hui se positionnent et essaient de contrôler les ressources dites critiques ou stratégiques, donc les minerais critiques, au regard des réalités géopolitiques et géoéconomiques auxquelles notre monde aujourd'hui est confronté. Maintenant, ce qu'il faut comprendre aussi dans cette affaire, c'est que c'est le gouvernement congolais qui a fait cette proposition parce que justement, l'armée congolaise se révèle incapable de venir à bout du M23 et de son soutien rwandais. L'autre chose aussi qu'il faut rappeler, c'est que dans cet accord, on parle de minerais contre sécurité et défense, mais on ne parle pas particulièrement de Blackwater, parce que Blackwater, en fait, a été dissoute. Aujourd'hui, je pense que cette firme existe sous un autre nom, mais on sait, par exemple, que le patron, le fondateur de Blackwater, M. Eric Prince, étant en RDC, a conclu un protocole d'accord avec le gouvernement congolais bien avant la chute de Goma, bien avant qu'on ne parle de cette histoire de minerais contre
contre-sécurité. Et donc, ce que je crois comprendre dans cette affaire, c'est que le Congo tient à tout prix à ce que les entreprises américaines soient installées sur le sol congolais, en se disant en tout cas qu'une fois que ces entreprises sont installées, aucun pays étranger, notamment le Rwanda, pourra s'aventurer à déstabiliser un pays où sont implantés des intérêts américains. C'est ça un peu la logique qui guide aujourd'hui le choix du gouvernement congolais. Est-ce qu'on peut mettre... Mais il n'y a pas encore eu d'entente conclue. Je sais de sources sûres actuellement qu'il y a des discussions entre les Américains et certaines compagnies minières congolaises ou dans lesquelles l'État congolais est impliqué. Il y a des discussions parallèlement aux discussions qui se tiennent sur le deal que propose le partenariat que propose le président Félix Tshisekedi aux Américains, qui consiste à échanger les minerais contre la sécurité. Vous le dites depuis tout à l'heure concernant la République démocratique du Congo, il est question de beaucoup d'acteurs et beaucoup d'enjeux qui s'y jouent. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui cette négociation américaine comme étant directement dans le cadre de la guerre de proxy ou dans le cadre de la guerre commerciale que se livrent les États-Unis d'Amérique avec une autre puissance qui est la Chine? Oui, en fait, je pense qu'il faut analyser le positionnement des États-Unis en Afrique en fonction du positionnement des puissances rivales et notamment de la Chine et de la Russie, et plus particulièrement de la Chine. Et donc, la Chine est un acteur important aujourd'hui dans le secteur extractif congolais. C'est le pays qui domine le secteur minier congolais et les États-Unis ont cherché à chasser la Chine depuis l'arrivée au pouvoir de M. Félix Tshisekedi en 2019. Il y a eu des manœuvres qui ont été organisées par l'ancien ambassadeur des États-Unis en RDC, Mike Hammer, que les Congolais appelaient affectueusement Nzita, qui a essayé par tous les moyens de neutraliser ou en tout cas de court-circuiter les intérêts chinois en RDC, mais cela ne semble pas avoir... En tout cas, la manœuvre n'a pas réussi. Et donc Donald Trump, qui est en guerre ouverte avec la Chine, va aussi embrayer en fait dans la continuité de ce que faisait déjà l'administration Biden. Et c'est sûr que les contrats, ce deal, le partenariat que propose la partie congolaise va d'une certaine manière aussi bousculer les intérêts de la Chine. Reste à savoir si la Chine va rester les bras croisés, parce qu'au regard de ce que nous observons en ce qui concerne la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis, Pékin a fait savoir hier qu'il n'est pas prêt à accepter que ses intérêts soient bousculés, peu importe dans tous les coins du monde. En tout cas, Pékin n'acceptera pas que ses intérêts soient bousculés par les États-Unis dans tous les coins du monde. Donc, ils l'ont fait savoir clairement. Il est clair qu'au niveau du Congo, la Chine ne se laissera pas faire. Est-ce que le gouvernement congolais ira jusqu'à bousculer les intérêts de la Chine pour faire plaisir aux États-Unis et obtenir en retour la sécurité ou le parapluie américain? Ça reste à voir. Concernant ce point de la guerre par proxy, à votre avis, quels seront les leviers qu'aura la Chine si toutefois les États-Unis réussissent à avoir de nouveaux contrats à l'est de la République démocratique du Congo? Je poursuis ma question. On sait, vous le dites vous-même aujourd'hui, le Congo est en proie à une guerre par proxy, en plus de la Chine qui est présente à l'Est et les États-Unis qui essayent d'arriver. On sait qu'il y a aussi les Anglo-Canadiens, les sionistes aussi. Comment est-ce que toutes ces puissances globales vont pouvoir cohabiter dans l'Est de la République démocratique du Congo, et comment est-ce que le gouvernement congolais pourra négocier avec l'ensemble de ces acteurs aux intérêts différents les uns des autres? Ce qu'il faut craindre, c'est que, en raison de sa faiblesse, le gouvernement congolais, la RDC, cède aux caprices des intérêts étrangers. Quand on voit la proposition qui a été faite aux États-Unis, on voit bien qu'elle vise, dans une certaine mesure, à assurer au pouvoir en place une certaine forme de sécurité. C'est-à-dire qu'on va donner les minerais du Congo en échange d'un parapluie sécuritaire qui ne va pas seulement profiter à la RDC, mais surtout au régime qui est en place. Bon, déjà, je doute pas que les Américains interviennent pour sécuriser, connaissant la doctrine de Donald Trump, qui est de se retirer de plusieurs théâtres des atrocités et de conflits. Je vois mal les États-Unis intervenir au Congo pour sécuriser, pour défendre l'intégrité territoriale de la RDC. Ils vont sûrement signer un deal sur les minerais stratégiques, mais pas pour protéger l'intégrité territoriale de la RDC. Ça, de toute façon, ça relève de la responsabilité de la RDC elle-même. Maintenant, face aux implications diverses, le Congo doit se positionner en fonction de ses intérêts. Mais cela doit se faire avec une grande clairvoyance, parce que nous sommes aujourd'hui dans un contexte international tellement volatile que se positionner de manière irréfléchie peut avoir des conséquences insoupçonnées. Je rappelle que la Chine
qui n'a pas l'habitude d'intervenir militairement dans des pays ou à soutenir des guerres par procuration, et a quand même des alliés importants dans la région des Grands Lacs, à commencer par le Rwanda, qui s'est beaucoup rapproché de Pékin ces dernières années en raison du positionnement de plus en plus hostile des pays occidentaux. La Chine est alliée à la plupart des pays des Grands Lacs qui entourent la RDC et qui ne sont pas en odeur de sainteté avec le pouvoir du président Félix Tshisekedi. Donc les négociations doivent se faire en fonction de tous ces paramètres. Si on ne prend pas en compte les intérêts des uns des autres, mais par-dessus tout les intérêts du peuple congolais, cela pourra finir en fait par une déstabilisation globale, non seulement de la RDC, mais aussi de toute la région des Grands Lacs. Donc j'espère que le gouvernement congolais sera lucide dans les négociations avec les différents partenaires étrangers. Très bien, Patrick, vous avez parlé d'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, signalant que les États-Unis d'Amérique n'allaient jamais défendre cette intégrité territoriale. J'aime à penser que les États-Unis n'ont jamais défendu l'intégrité territoriale d'un pays qui compte, à part les États-Unis, contrairement à ce qu'ils aiment nous dire et ce qu'ils aiment propager au fil de l'histoire. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut craindre, avec toutes ces guerres de proxy et tous ces intérêts et l'ensemble de ces acteurs intérieurs, extérieurs et régionaux, de voir la République démocratique du Congo ou l'Est de la République démocratique du Congo balkanisé du reste du pays? Oui, et déjà, il faut rappeler déjà qu'actuellement, au moment où nous parlons, l'Est de la RDC, comme on le sait, est occupé par les forces du M23 qui sont en fait parrainées, soutenues et je dirais même dirigées par le Rwanda. Donc, de facto, le Congo est aujourd'hui occupé par le Rwanda. Ça, c'est un fait. Et donc, il faut craindre que cette persistance, cette réalité persiste dans le temps au point de créer une situation de fait. Et c'est ça qui est inquiétant. Je rappelle que l'M23 a mis en place une administration parallèle à l'administration de Kinshasa, du gouvernement congolais. Donc, il gère cette partie comme s'il s'agissait d'un État autonome. Et ça, c'est déjà inquiétant. Et donc, si l'on continue sur cette lancée, on peut craindre que justement le Congo soit officiellement balkanisé. Je suis sûr d'une chose, c'est que le peuple congolais, en tout cas les Kivusiens, n'accepteront pas cela en raison, en fait, du comportement ou en tout cas de ce passif qui est celui avec le Rwanda qui a commis des atrocités énormes dans ce pays depuis près de 30 ans. Les Congolais ne l'accepteront pas, mais le rapport de force sur le plan politique n'arrange pas les choses. Il faut craindre justement, en effet, qu'il y ait une balkanisation à suivre. Très bien, Patrick. On l'espère pas, en tout cas. Un autre point pédagogique s'impose à nous aujourd'hui lors de cette émission. Quand on parle de contrats de minerais, il n'est pas souvent sous la tutelle de la République démocratique du Congo. Souvent, le Rwanda voisin négocie ou signe des contrats minerais avec d'autres, avec les puissances, avec l'Union européenne, avec les puissances occidentales. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment cela est possible? Est-ce que c'est justement ça, cette complicité dont vous parlez, vous et d'autres observateurs concernant les puissances occidentales? Oui, il faut comprendre ça déjà. Ça remonte à la Première Guerre du Congo. Pendant la Première Guerre du Congo, on a vu des compagnies anglo-saxonnes, des compagnies minières anglo-saxonnes signer des protocoles d'entente avec des groupes rebelles qui étaient soutenus par le Rwanda en 1996. On a vu, par exemple, des firmes américaines mettre à la disposition du Rwanda et de son armée des technologies qui leur permettaient de localiser des zones d'exploitation utiles que les troupes rwandaises investissaient, occupaient et exploitaient par la suite. On a vu, après la Seconde Guerre du Congo, un nombre important de multinationales, en tout cas des compagnies minières étrangères occidentales, se déployer à l'est de la RDC et profiter du pillage de ressources naturelles de ce pays par le Rwanda. Et donc, depuis 1996, l'Occident mène ce que je pourrais qualifier de guerre par procuration sur le domaine du secteur minier. Le Rwanda est devenu le sous-traitant officiel d'une mondialisation sanguinaire en Afrique et c'est la raison pour laquelle on signe de protocoles d'entente avec ce pays qui n'a pas de mines, qui n'a pas des ressources stratégiques suffisantes qu'il peut offrir au monde entier. Ressources qui proviennent bien entendu de la RDC, comme l'ont montré la plupart des rapports des Nations Unies. Donc c'est une façon de faire une guerre, c'est une guerre de procuration minière, si je peux appeler comme ça, et qui profite en fait aux entités occidentales. Pas plus tard que la semaine dernière, un rapport de Global Witness est sorti dans lequel on explique que, je crois, une compagnie luxembourgeoise a importé du coltan provenant du Rwanda, près de 280 tonnes de coltan provenant du Rwanda, et tout le monde sait que ce coltan, c'est le coltan congolais. L'Union européenne, qui a signé un protocole d'entente sur les minerais critiques avec le Rwanda, le sait.
mais tout le monde joue sa partition au détriment du peuple congolais. Et c'est comme ça depuis près de 30 ans. Et malheureusement, dans cette histoire-là, je suis obligé de le dire, le gouvernement congolais a sa part de responsabilité. Aujourd'hui, si le Rwanda est aussi devenu un acteur important dans le secteur extractif, ce n'est pas seulement parce qu'il joue le rôle de sous-traitant officiel, comme je l'ai dit, de certaines entités occidentales ou étrangères. C'est aussi parce que le Rwanda a mis en place une gouvernance qui attire les investissements étrangers. Et le Congo, ayant un climat des affaires qui est très problématique, repousse les investissements étrangers. Le président Félix Tshisekedi l'a d'ailleurs reconnu. Donc c'est un problème très complexe qui ne peut pas être réglé seulement en indexant le Rwanda, mais il faut vraiment voir de manière globale comment les uns les autres se déploient dans la région pour protéger leurs intérêts et comment justement les États comme la RDC et le Rwanda se positionnent pour défendre ses intérêts en fonction des intérêts de ceux qui sont au pouvoir et pas nécessairement du peuple. Est-ce qu'on peut dire finalement là qu'il s'agit d'un nouvel impérialisme ou presque d'une colonisation à la carte? Les politiques d'un côté mises en place par le gouvernement congolais pour faciliter l'arrivée de ces acteurs étrangers et en même temps les politiques des pays voisins, des multinationales. Exactement, ce n'est pas une nouvelle colonisation, c'est une colonisation qui n'a jamais pris fin, mais qui a juste changé de forme. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Il est vrai que pendant près de 32 ans, le Congo a connu une relative stabilité sous le président Mobutu, mais depuis 1996, c'est le retour à ces politiques de prédation qui ont pendant longtemps fragilisé le Congo dans son histoire. Ça remonte à très loin, à 1885, aux indépendances avec la déstabilisation du pouvoir de Lumumba par la Belgique qui avait des intérêts miniers importants, et avec les guerres que l'on connaît depuis 1996, des guerres par procuration que mène le Rwanda et dans une certaine mesure l'Ouganda à l'est du Congo et qui profitent justement à ces entités étrangères. Donc nous sommes dans une forme de changement dans la continuité, des changements de gouvernement, mais la continuité dans la politique de prédation. Patrick, je pense que la question doit s'imposer à nous aujourd'hui finalement. Qui détient réellement le pouvoir économique dans la République démocratique du Congo? Est-ce qu'il s'agit de l'État et du gouvernement congolais? Est-ce qu'il s'agit des multinationales ou encore des réseaux politico-économiques? C'est tout ce monde-là, parce qu'il faut rappeler que il y a quand même un gouvernement au Congo qui a la main mise sur les institutions de l'État, y compris sur l'économie. Il y a un rapport qui est sorti, en tout cas j'ai vu circuler un rapport qui est sorti d'une ONG locale qui explique par exemple que la famille présidentielle de M. Félix Tshisekedi qui est très impliquée dans le secteur minier congolais, contrôle des pans entiers de ce secteur-là. Donc il y a une forme de prédation qui se fait au niveau intérieur, puis vous avez une prédation qui se fait au niveau régional avec des complicités au niveau international, complicités qui profitent à des firmes occidentales mais aussi asiatiques. Donc c'est un système global de prédation qui fait l'affaire de tout le monde, sauf du peuple congolais. Très bien, Patrick, on arrive à la fin du temps qui nous est imparti. Je vous pose une dernière question, vous devez être bref et je vous impose la positivité parce qu'on a tendance et on a comme tradition dans Cap sur l'Afrique de finir toujours sur une note positive. Est-ce que finalement, aujourd'hui, cet abcès à l'est de la République démocratique du Congo n'est pas un cas d'école pour l'Afrique qui devrait aussi se mettre à réfléchir son redéploiement militaire et sécuritaire sur l'ensemble du continent? Parce qu'on rappelle encore une fois qu'il s'agit avant tout d'un abcès sécuritaire où des milliers de Congolais souffrent. Oui, moi je crois qu'aujourd'hui, au regard du contexte international d'aujourd'hui, le Congo, mais aussi l'Afrique tout entière, a l'occasion de se repositionner dans le jeu des grandes puissances et d'imposer ses vues. Parce qu'après tout, c'est en Afrique que l'on retrouve les ressources stratégiques qui sont aujourd'hui convoitées par le reste du monde. Donc l'Afrique a des atouts. Il lui suffit simplement de se positionner en fonction de ses intérêts et d'exploiter ces atouts-là sur la scène mondiale. Et je crois que l'Afrique pourra savoir de toute façon parce que le monde ne peut pas fonctionner sans le continent africain, encore moins sans ses ressources naturelles. Très bien, merci pour cette note positive et merci d'avoir respecté la tradition de Cap sur l'Afrique, très chers téléspectateurs. C'est ainsi que s'achève cette émission. Je rappelle que j'ai eu le plaisir et l'honneur d'être accompagné ce soir de Patrick Mbeko, spécialiste des Grands Lacs, qui m'a rejoint depuis Montréal. J'ai aussi eu le plaisir et l'honneur d'avoir été accompagné durant la première partie de cette émission de Carlos Bilongo, député français qui m'a rejoint depuis Paris. Quant à vous, très chers téléspectateurs, il ne me
me souhaite plus qu'à vous souhaiter une excellente suite des programmes sur RAL24 News et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle question africaine. Et d'ici là, n'oubliez pas, prenez soin de vous.